Et c'est vrai que moi, elle a eu une influence, on en reparlera peut-être, mais sur ma vision des femmes, sur la vision de mon corps, sur ma vision de l'amour, sur mon langage. Enfin, elle a eu une influence partout et ça a augmenté et ça a gonflé mes complexes parce que je suis une personne assez fine. Et c'est vrai que ça a changé et bouleversé complètement le regard que je portais sur moi, qui était déjà un peu négatif. En télé-réalité, un couple qui s'aime, c'est un couple qui se déchire beaucoup, un couple qui se trompe. On peut prendre Toxique, comme ils disent eux-mêmes. On peut prendre l'exemple de Carla Moreau et Kevin Gage. On a l'impression que les boîtes de production vont privilégier ces histoires d'amour-là parce qu'une histoire d'amour qui se passe bien, ça crée pas d'image, ça crée pas de séquence, ça crée pas de clash. Donc il faut que les histoires d'amour soient violentes, toxiques, voire violentes physiquement. On a pu l'apprendre avec Julien Bert et Ilona Gos. Les jeunes femmes, on va un peu les forcer à faire un bisou à un autre candidat. Si elles le font pas, elles sont trop prudes. Donc où est le consentement? Je l'interroge un peu. Il y a ce côté, pour exister dans un programme, il faut se mettre en couple, donc il faut aussi se forcer à être en couple. La façon dont elle a capitalisé dessus et qu'elle en a fait quelque chose me fascine. C'est-à-dire que Nabila, à l'instar, comme Kim Kardashian, elle arrive à faire des scandales une force. Juste après le coup de couteau, 1 an après ou 2 ans après, elle a participé au tournage de la série Orange is the New Black quand même. Je suis un peu déçue de Benny J. Je trouve qu'il y a pas assez de renouvellement en termes de justement tout ce qui est dit sur MeToo, sur la place des femmes. Bonjour Constance Villanova. Bonjour Sam. Alors, on se connaît un petit peu, Oui, un peu. dans le sens où tu es déjà venue une fois sur Aja. On a échangé aussi parfois au téléphone. Voilà, dans le cadre d'enquêtes. Exactement. Tu es intervenue aussi sur certaines enquêtes que j'ai pu faire au travers de mes émissions parce que Constance Villanova t'aborde plusieurs casquettes dans ton métier de journaliste indépendante puisque tu fais de la presse écrite, tu travailles aussi en radio, tu as d'ailleurs ta propre chronique chez le média Move et tu es également autrice. On va parler de cet ouvrage, c'est une petite pépite, c'est une enquête incroyable sur le milieu de la télé-réalité, sur l'industrie de la télé-réalité, mais c'est une enquête comme j'en ai rarement vu, parce que Constance, c'est une journaliste de valeur, croyez-moi, et je peux vous assurer que quand elle fait quelque chose, elle y va à fond, donc je vous le conseille, mais ça on va en parler dans quelques instants. Constance, tu es passionnée de faits divers, on est d'accord? Ouais. De pop culture? Oui. De télé-réalité aussi? Aussi. Ok. Avant de sortir cet ouvrage, Vivre pour les caméras, tu as sorti un autre ouvrage, c'est une enquête également, ça s'appelle Religieuse abusée, le grand silence. Alors, au premier abord, on se dit, mais c'est complètement différent, il ne doit pas y avoir de similitude, mais j'avais envie de te poser la question suivante. Est-ce que tu pourrais me donner un point commun entre les religieuses et les candidates de télé-réalité? Alors, le point commun entre ces deux enquêtes et ces deux catégories de femmes que j'ai rencontrées, c'est l'omerta et la loi du silence qui les étouffent quand il s'agit de parler des violences qu'elles ont vécues. En fait, donc dans Religieuse abusée, le grand silence, j'ai rencontré donc des religieuses catholiques, des bonnes sœurs, qui ont vécu des violences sexistes et sexuelles, mais les seules qui pouvaient me parler en in, étaient sorties de l'église. Et je trouve qu'on retrouve le même paramètre chez les candidates de télé-réalité. Il y a cette loi du silence. Les candidates, elles ne peuvent pas parler quand elles sont sous contrat. Elles ont peur de se faire recaler par les boîtes de production si elles dénoncent. Et donc, je trouve que c'est le même mécanisme. Les seules qui ont pu parler sont celles qui sont sorties du système de la télé-réalité. Donc, c'est le point commun selon moi. Combien de temps pour cette enquête sur les dessous de la télé-réalité, sur cet univers que tu décris comme... tu dis ce que la télé-réalité a fait de nous. Oui, alors combien de temps? Moi, ça fait assez longtemps que je travaille sur le sujet. J'ai commencé à travailler pour Libération, Mediapart et Télérama sur la télé-réalité il y a 3 ans. Et j'ai mis 4 mois à écrire le livre, sachant que j'avais déjà de la matière, un carnet d'adresses, mais ça a été un peu la course, disons. Et l'idée du livre, c'est un livre qui parle de la télé-réalité, mais qui s'adresse aussi à ceux qui ne la regardent pas, pour montrer à quel point elle nous a tous et toutes influencés, même si on ne la regarde pas. Et j'ai mis beaucoup d'anecdotes personnelles. Qu'est-ce qu'elle a fait de nous, justement, cette télé-réalité? Qu'est-ce qu'elle a fait de toi? Alors moi, elle a complètement construit la trentenaire que je suis. J'ai commencé à regarder la télé-réalité en 2006 avec le Bachelor. J'avais pas le droit de regarder le Loft, j'étais trop jeune. Et je regardais en cachette parce que je viens d'un milieu un peu intello. Et que c'était pas bien vu pour mes parents de regarder la télé-réalité. Et je suis devenue complètement accro à partir de 2010-2011 avec Les Anges. Et je me suis mise à
vraiment suivre ces personnages au-delà des programmes, à essayer de les suivre sur les réseaux, etc. Et c'est vrai que moi, elle a eu une influence, on en reparlera peut-être, mais sur ma vision des femmes, sur la vision de mon corps, sur ma vision de l'amour, sur mon langage. Enfin, elle a eu une influence partout. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elle a influencé tout le monde, parce que même si on ne la regarde pas, on tombe sur les stories dans nos feeds de Maëva Guédam, on tombe sur les réels des séquences de certaines émissions. Donc, on est tous un peu intoxiqués par la télé-réalité. Tu dis, le saumon, c'est exceptionnel, la télé-réalité aussi, ou encore, j'ai grandi avec Nabila et son fils Milan Vergara, c'est pour moi l'enfant de la République. Ça veut dire que la télé-réalité, c'est une sorte de repère pour beaucoup? Oui, moi, là, en fait, c'est ce que je dis dans l'intro de mon livre, je me repère plus avec les ruptures des couples et les émissions qu'avec les grandes dates historiques, quand même. Je sais que 2013, c'est le shampoing et Nabila. Je sais que 2011, c'est la première saison des Anges. Et c'est vrai que ça m'a servi vraiment de repère pendant toute ma construction en tant que jeune femme. C'était vraiment des moments, la télé-réalité, qui scandaient ma journée. À 17h30, je sortais du lycée, j'avais mon bol de céréales et j'allumais Énergie 12 ou W9 et c'était vraiment des moments très importants pour moi. Et ça a pu avoir un impact jusqu'au samedi soir parce que tu écris « Chaque samedi soir, même rengaine, devant mon miroir, j'hésite entre 3 jeans ultra slim et rêches. Je me contorsionne pour les enfiler l'un après les autres. Le bouton de métal me rentre dans le ventre, imprime ma peau. La face avant, je m'en contrefous. Ce qui compte, c'est l'arrière. Je me retourne et je les scrute, mes fesses inexistantes. » Oui, en fait, la télé-réalité, je pense qu'à force de regarder ces corps quand même boostés à la chirurgie et ces silhouettes souvent inaccessibles de candidates, moi, en tant que lycéenne à l'époque et qu'adolescente, ça a augmenté et ça a gonflé mes complexes parce que je suis une personne assez fine. Et c'est vrai que ça a changé et bouleversé complètement le regard que je portais sur moi, qui était déjà un peu négatif. Et je pense qu'à force de voir des jeunes femmes de mon âge, parce qu'on avait quelques années d'écart, avec ces poitrines opulentes, en bikini minuscule, ultra gaulées, enfin voilà, j'ai essayé de trouver des superfuges pour augmenter mes fesses et ma poitrine pendant toute mon adolescence. Mais ça a eu cette influence-là sur vraiment la vision de mon corps. Et je pense que je ne suis pas la seule. D'ailleurs, on se rappelle de séquences dans Les Anges qui étaient quand même assez toxiques, comme les séquences Car Wash. Je ne sais pas si tu te souviens. Bien sûr. Ouais, Ménage dans Secret Story. Le sexy ménage dans Secret Story, les séquences Car Wash qui étaient diffusées après 23h30. On voyait Nabila se faire couler de la mousse pour laver une voiture, une moto sur le corps. Enfin voilà, c'était des silhouettes tellement inaccessibles et inatteignables que je pense que ça a généré des complexes, pas que chez moi, chez beaucoup d'ados aussi. Mais tu as pleinement raison de sur cet impact-là, parce que moi, étant adolescent, tu sais ce que je faisais? Je mettais mes meilleurs amis en scène dans le jardin l'été. Je leur disais, viens, on va mettre de la mousse, je vais te filmer. Je prenais la caméra de mon papa. Et puis avec le jet d'eau, elle faisait comme ça. Et je leur demandais on refaisait ce qu'on voyait. On refaisait ce qu'on voyait. Et puis surtout, c'est quand même ultra sexiste. Tu peux pas faire plus sexiste qu'une nana en maillot de bain qui lave une bagnole. Enfin, je veux dire, ça cristallise tout ce qui n'allait pas à ce moment-là dans notre société très sexiste. Il y avait un côté très femme-objet. Et surtout, moi, vraiment, ces silhouettes, j'insiste, elles m'ont vraiment marquée, vraiment beaucoup marquée. Ça t'a créé d'autres complexes? Non, enfin, j'ai guéri de tout ça. J'ai arrêté de rembourrer mes soutiens-gorge. Ça a eu beaucoup d'influence sur ma vision de l'amour. Énormément, parce qu'en télé-réalité, un couple qui s'aime, c'est un couple qui se déchire beaucoup, un couple qui se trompe. On peut prendre toxique, comme ils disent eux-mêmes. On peut prendre l'exemple de Carla Moreau et Kevin Gage. On a l'impression que les boîtes de production vont privilégier ces histoires d'amour-là, parce qu'une histoire d'amour qui se passe bien, ça crée pas d'image, ça crée pas de séquence, ça crée pas de clash. Donc, il faut que les histoires d'amour soient violentes, toxiques, voire violentes physiquement. On a pu l'apprendre avec Julien Bert et Ilona Goss. Et c'est vrai que moi, j'ai toujours vu l'amour pendant très longtemps comme quelque chose qui devait faire mal, comme quelque chose qui devait être intense, et pas comme quelque chose qui pouvait être serein. Donc, je sais que ça a eu cette influence-là. Et l'autre influence que ça a eu, et que je raconte dans le livre, c'est ma vision des autres femmes. En fait, la rivalité féminine, le fait que les femmes ne s'entendraient pas entre elles, les clashs entre femmes, c'est un arc narratif qui est omniprésent en télé-réalité. Il y a toujours l'ex qui revient, il y a toujours ces deux jeunes femmes qui vont s'engueuler pour le même homme. Je pense à, par exemple, Maëva Guénam, Mélanie ORL pour Greg Yoga. Donc ça va créer des séquences très recherchées par les boîtes de production.
Et c'est vrai que moi, je voyais souvent les autres femmes comme des concurrentes potentielles, comme s'il n'y avait pas de place pour tout le monde. Et donc, j'ai pas eu pendant très longtemps un rapport solidaire et maintenant on dit de sororité avec les autres jeunes femmes. Et je sais que la télé-réalité a eu son influence parce qu'il y a cette culture du clash et ce côté, je suis une femme et je vais gueuler plus fort que toi et je vais prendre plus de place parce que je dois jouer des coudes pour me faire une place dans un programme. Est-ce qu'on peut dire que c'est parce que c'est fabriqué par des hommes et donc il y a un regard patriarcal, ou alors on peut dire non, c'est pas vrai, il y a des boîtes de production, ce sont des femmes qui sont à la tête, qui sont dirigeantes, et pourtant il y a quand même ces images-là. Je pense que ces images-là, peu importe qu'elles soient faites par des hommes ou des femmes, elles restent sexistes parce que ça plaît en fait. Ça plaît de voir des femmes se battre, ça plaît de voir des couples se déchirer, ça fait de l'audience, ça fait de la séquence et ça ramène des annonceurs. Donc en fait, peu importe qui est aux manettes, le genre de la personne aux manettes, ça reste des programmes toxiques. Les médias institutionnels, des journalistes, Constance, ils ont eu raison de trouver ce genre trop populaire, abrutissant, au point de ne pas vouloir en parler pendant longtemps. Alors, il y a un phénomène assez spécial avec la télé-réalité et les médias institutionnels, c'est qu'en 2001, quand le Loft est diffusé en avril 2001, tous les médias, Le Monde, Libération, se ruent sur le phénomène. Peu importe, métier de droite, de gauche, il fallait analyser, donner son avis. Libération avait même une chronique quotidienne sur le Loft, enfin, quelque chose qui n'arriverait jamais avec les Marseillais, par exemple. Et puis après la victoire de Loana en juillet 2001, silence radio pendant 20 ans. Et je pense que, enfin c'est pas je pense, c'est que c'est un tel phénomène de culture de masse, la télé-réalité, qui met en avant les classes populaires. On sait que toutes les candidates viennent souvent de milieux pas du tout privilégiés, ont arrêté l'école tôt, que les médias qui sont souvent un peu snobs et composés de journalistes qui viennent de classes plus aisées, se sont pas intéressés à ce phénomène de culture de masse. Alors même si c'est, enfin moi je pense qu'en tant que journaliste, il faut parler de tout. Et même de choses qui causent problème et qui font problème. Et par snobisme et par mépris, les médias s'en sont pas emparés pendant 20 ans. Alors que tous les jours, à 17h30, il y avait un programme que les jeunes regardaient. Et parce que les médias s'en sont pas emparés, les parents n'ont pas été alertés. Et ça a été un Far West, je trouve, pendant 15 ans, quoi, de discours sexistes, de violences, de programmes qui ont généré des complexes chez les téléspectateurs qui étaient tous adolescents généralement. Donc les médias ont eu une part de responsabilité, bien sûr. Les médias institutionnels, bien parce sûr. qu'on s'en est rendu compte quand il y a eu des histoires dramatiques d'agressions sexuelles, de viols dans le milieu de la télé-réalité. Les médias institutionnels ont commencé à s'intéresser au sujet, tu l'as peut-être remarqué aussi. Mais ils ont mis du temps. Oui. Et puis, il y a ce côté aussi qui est assez intéressant, c'est que les candidates de télé-réalité, elles avaient parlé avant MeToo, donc avant ce mouvement de libération de la parole en 2017 sur les réseaux sociaux. Elles avaient parlé à des blogueurs, elles avaient parlé auprès de toi aussi, elles avaient raconté ce qui leur était arrivé bien avant ce mouvement féministe. Et pourtant, les médias ne se sont pas emparés de leurs paroles parce que je pense que dans la tête un peu des médias ou dans le fonctionnement des médias, c'était des mauvaises victimes. Pourquoi ? Parce qu'elles venaient déjà de classes populaires et qu'il y a un mépris de classe, qu'il y a de la misogynie, et aussi parce qu'elles s'étaient prêtées au jeu de la télé-réalité. Et la télé-réalité est tellement mal perçue qu'il y avait ce côté un peu, elles l'ont bien cherché. Ce sont des mauvaises victimes, on va s'occuper des actrices, on va s'occuper des comédiennes, et on verra plus tard pour les candidates de télé-réalité. La télé-réalité, tu penses que ça a pu être une façon d'échapper à une condition sociale pour beaucoup de candidats ? Bien sûr, on le voit, il suffit de lire les biographies des candidates, de regarder les en toute intimité que tu fais. Il suffit de regarder des interviews, de les rencontrer. La majorité des candidates de télé-réalité, alors de moins en moins depuis 2-3 ans, mais viennent de milieux très populaires. Elles ont arrêté l'école tôt. Moi, la biographie et l'histoire qui m'a beaucoup marquée et le témoignage qui m'a beaucoup marqué, c'est celui d'Aurélie d'Autremont, par exemple, qui a vécu un traumatisme fou dans sa famille et qui a vécu dans une pauvreté extrême. Il y a Aurélie Preston, Jessica Thivenin aussi. Et ce qui est intéressant, c'est que toutes racontent qu'elles ont voulu sortir aussi de leurs conditions sociales. Elles ont voulu prendre aussi leurs parents avec elles. Jessica Thivenin, par exemple, elle a acheté récemment une villa dans le sud à ses parents et elle en est très fière. Il y a ce côté sortir un peu de cette misère sociale qui était souvent rythmée aussi avec des violences intrafamiliales ou des violences sexistes ou des violences sexuelles. Et c'est vrai qu'on a l'impression que la condition sociale et que la classe
sont quasi devenus des critères de recrutement pour les casteurs pendant des années, que les casteurs, je veux dire, allaient toujours chercher vers les classes populaires. T'as posé la question à une directrice de casting. Hein. Qu'est-ce qu'elle t'a répondu? Elle m'a répondu que c'était pas le cas et que c'était très difficile de trouver des candidats et candidates disponibles pendant 3 mois pour un tournage quand ils sont étudiants en école de commerce. Tu y crois? Je pense que c'est une excuse, et que c'est possible puisqu'on le voit, avec les nouvelles téléréalités comme la dernière mouture de La Villa qui n'a pas très bien marché, mais ou Secret Story. On est face à des profils de jeunes travailleurs, il y a des digital nomades, il y a des gens qui ont un job, tous ont fait un peu des études, etc. Je pense aussi que ce qui s'est passé, c'est que les boîtes de prod ont choisi la facilité. En 2001, quand Loana gagne, Loana, elle est plébiscitée par le public. Elle défile sur les Champs-Élysées. C'est une superstar. Loana, elle vient du sud de la France. Elle vient d'un milieu très pauvre. Son père est alcoolique. Elle est obligée d'arrêter ses études, d'être gogo danseuse. Le soir, elle fait des brochettes de bonbons avec sa mère pour mettre du beurre dans les épinards. Enfin, c'est vraiment une vie de misère. Et c'est un profil qui a très très bien marché auprès du public. Et j'ai l'impression que depuis 2001, chaque boîte de production cherche sa Loana et qu'ils ne sont pas allés chercher très très loin en fait. Et qu'ils ont continué et que les boîtes de production ont continué à faire leur casting en boîte de nuit d'abord, donc barmaid, go-go danseuses, etc. qui généralement sont des jeunes femmes qui ne viennent pas forcément de milieux très privilégiés. Et puis après, apprendre des amis, d'amis. Et donc voilà, la télé-réalité a choisi les classes populaires pendant longtemps, mais ce qui est intéressant, c'est que c'est un des seuls secteurs audiovisuels qui met à l'honneur, alors à l'honneur peut-être pas, mais qui met en avant les classes populaires. Il y a une étude qui est sortie de l'Observatoire des inégalités en 2023 qui montrait qu'à la télévision en France, 75% des intervenants étaient des cadres ou des cadres supérieurs, alors qu'ils ne représentent que 28% de la population. En fait, il n'y a pas de classe populaire à la télévision. Tu vas les voir en télé-réalité, tu vas aller voir dans des émissions de témoignages, mais c'est les seuls, à partir de 2010, qui ont mis en avant ces classes populaires-là. Pour s'en moquer, certes, mais c'est les seuls qui ont commencé à mettre les classes populaires vraiment à l'écran. Et qui regarde au final la télé-réalité? Est-ce que ce sont toutes les classes? Bien sûr, en fait c'est ça qui est hyper intéressant, c'est que les médias ont longtemps pensé que la télé-réalité était faite par et pour les classes populaires, et c'est pas vrai du tout. Moi, je viens d'un milieu de classe moyenne supérieure, je suis fille de prof, et en fait, j'ai jamais autant parlé de télé-réalité qu'en école de journalisme, je le dis dans le livre, et une école de journalisme sur concours reconnue, où il n'y a pas un grand brassage social. J'étais entourée d'amis qui venaient plutôt de milieu bourgeois, et on en parlait énormément. Donc en fait, tout le monde regarde cette télé-réalité-là. Elle n'est pas faite pour les classes populaires, et puis elle les moque, les classes populaires. C'est ça aussi qu'il faut rappeler, c'est que je trouve qu'elle a capitalisé, instrumentalisé, ce qu'on appelle le mépris de classe, donc le snobisme. Par exemple, avec des séquences où on a des tests de culture générale. Tu sais, pendant les ch'tis, pendant les Marseillais. C'est un marronnier, ça. Oui, c'est un marronnier, mais ça permet de se moquer de ces jeunes femmes qui ont arrêté l'école tôt. On va moquer leurs accents régionaux, on va moquer leurs fautes de français. Et parfois même, les candidats font exprès même de faire des fautes. Parce qu'ils en tirent, ils comprennent, c'est un jeu de dupes. C'est devenu un jeu de dupes, la télé-réalité, où candidats manipulent les producteurs et les producteurs manipulent les candidats. C'est un miroir aux alouettes. Exactement. Mais au début, tu avais ce côté avec les ch'tis où Alexia Laroche-Joubert, qui a lancé les ch'tis en 2011, disait j'en ai marre d'aller dans le sud, il n'y a que des cagoles. Donc déjà, un peu méprisant. Les gens du Nord ont le cœur sur la main et sont chaleureux. Et en fait, l'idée, c'était vraiment aussi de se moquer des accents régionaux, de Christopher, de moquer leur manque de culture générale. Donc ça leur permet, ce mépris, de créer aussi de la séquence. Mais tu penses qu'au départ, la télé-réalité, ce mépris de classe dont tu parles, c'était pour faire de la télé-réalité un divertissement pour les classes plus hautes? Je pense qu'il y a 2 éléments. Il y a un phénomène de distinction que moi j'ai eu, par exemple, au début, où quand je regardais de la télé-réalité, il y a un phénomène très snob de se rassurer et de se dire « je ne suis pas comme ces gens-là, je suis plus intelligent, j'ai plus d'argent ». Il y a un côté vraiment rassurant, mais rassurant du coup et snob. Et de l'autre côté, oui, je pense que c'est aussi regardé par les classes populaires. Je pense que dans tous les cas, c'était jackpot pour les boîtes de production. C'est des programmes qui, initialement... tu vois, c'est très compliqué d'étudier le public de la télé-réalité. Il n'y a pas d'études, franchement. Ce qu'on sait, c'est que c'est des jeunes, et c'est surtout des jeunes femmes.
Il n'y a pas d'études qui concernent le milieu social du public. Et qu'est-ce que tu découvres en pleine enquête justement sur l'industrie de la télé-réalité au niveau des candidats et de cette soif de gloire? Je sais que tu en parles de cette soif de gloire et c'est quelque chose qui est rarement reconnu par les candidats de télé-réalité qui toujours vont trouver une excuse, un prétexte pour expliquer pourquoi ils n'ont pas fait de la télé-réalité pour la reconnaissance. En fait, la télé-réalité, elle a bouleversé notre rapport à la notoriété. C'est-à-dire qu'avant, pour être célèbre, il fallait avoir un talent. Je ne dis pas que les candidates n'en ont pas. Je parle d'un talent artistique comme chanter, faire du piano, danser. Tu es allé à The Voice, La France a un incroyable talent, la Starac. Ce qui est génial avec la télé-réalité, c'est que ton talent, c'est ta personnalité. Et donc, elle a mis en avant la banalité des gens. Pour faire de la télé-réalité, la télé-réalité, elle a créé un jeu, donc JE, surdimensionné. Donc c'est ça qui est hyper intéressant. Et donc elle a bouleversé notre rapport à la notoriété, puisqu'il ne faut plus jouer du violon ou faire des claquettes. On peut maintenant être connu pour être soi-même. Ça vient évidemment des États-Unis, avec toute cette période du début des années 2000, Paris Hilton, Kim Kardashian, etc. Mais ça a bouleversé notre rapport à la notoriété. Et ce qui est intéressant avec les candidates, c'est que toutes, comme tu dis, racontent que ça leur est un peu tombé dessus. Je pense qu'elles-mêmes, elles ont intégré le fait que c'était un peu la honte de participer à ces programmes. Et donc, elles ne diront jamais « j'ai fait ça parce que j'avais une soif de paillettes ». Il y en a une qui le dit un petit peu, c'est Carla Moreau dans son dernier livre, où elle dit qu'elle a toujours été attirée par les paillettes, la lumière, mais pas par la télé-réalité, mais voilà, par la notoriété. Mais je pense que les candidates, elles aussi, sont conditionnées à dénigrer les programmes auxquels elles participent. Elles aussi, elles en ont honte. Donc jamais elles diront « j'avais envie de faire de la télé-réalité, ça m'intéressait ». Il y a une expression qu'on entend beaucoup depuis 20 ans, c'est la télé-réalité, c'est la culture du vide. Qu'est-ce que tu penses de cette expression, de cette formulation ? La culture du vide. Je pense que c'est pas forcément vrai parce qu'il se passe plein de choses dans des épisodes de télé-réalité. Du moins, il se passait plein de choses, qu'il y a des arcs narratifs, qu'il y a une narration, il y a des couples qui se forment. C'est pas pour rien qu'on la regarde, c'est pas pour rien qu'on reste après la pub. La télé-réalité, les boîtes de production sont très, très douées pour nous faire rester, créer du teasing entre les épisodes, etc. On parle aussi de télé-poubelle. Je pense que c'est un peu plus que ça, en vrai. Parce qu'il y a plein de choses à en tirer. En fait, dans ce livre, je ne défends pas la télé-réalité. J'essaye d'expliquer pourquoi ça a marché et pourquoi pendant 20 ans, ça a eu ce succès fou et que personne n'a vraiment interrogé, à part toi, et qu'il y a eu très peu de sociologues ou d'essayistes qui se sont penchés sur la question. C'est ça que j'essaye de comprendre. Mais oui, pour moi, ce n'est pas vraiment de la culture du vide. Il y a autre chose. Par exemple, quand je parle de talent, pour moi, les candidates, elles ont du talent. Elles ont ce talent de créer de la séquence, de tenir tout un tournage. Moi, je ne sais pas si j'en serais capable, c'est épuisant. Elles arrivent à créer une communauté sur les réseaux sociaux, à faire en sorte qu'on continue de les suivre. Elles ont une intelligence sociale, elles arrivent à trouver la bonne petite phrase qui va être reprise pendant les séquences. Il y a du talent en télé-réalité, c'est sûr. J'aimerais qu'on parle du clash. Le clash qui est mis en scène depuis plus de 20 ans, maintenant dans la télé-réalité, qui fait les choux gras de la télé-réalité. Mais qui fait mes choux gras, enfin je suis fan. Bah que t'as dû bien aimer oui, aussi, oui. Regardez. Tu dis, on retrouve dans ces scènes toutes les dynamiques du harcèlement scolaire. Oui. Quand tu te penches dessus avec intérêt sur ce sujet, sur le clash, tu t'aperçois de quoi ? En fait, moi j'ai re-regardé une saison des Anges, qui est la saison Pacific Dream, la saison 8, où il y avait Aurélie Preston et Neouda et Ricardo. Jazz, ouais, Andréane. Exactement. Il me semble que c'était en 2016. Je re-regarde cette saison-là avec un œil nouveau cette année. Et je me rends compte que ce que je regardais il y a 10 ans était mais plus que toxique. Pourquoi ? Parce que, en fait, il y a une frontière très fine. C'est ce que Valérie Rey-Robert, que tu avais reçu et qui est essayiste et qui est spécialiste aussi sur la question de la télé-réalité, a dit dans une interview pour Mediapart. Il y a une frontière très fine entre le clash et le harcèlement. En fait, un candidat, pour exister dans un programme, il le sait, il n'y a plus de surprise, il faut qu'il gueule plus que l'autre. Donc il faut qu'il crée des séquences de clash. Sauf que très vite, il va y avoir des phénomènes de meute, comme dans le harcèlement scolaire. Il va y avoir une victime et un groupe entier qui va se constituer autour du chef de meute et qui va harceler la victime. Et on l'a vu avec cette saison, mais qui est vraiment d'une violence rare, je trouve, des Anges avec Aurélie Preston, où il y a cette scène où Ricardo lui dit « je vais te faire vivre un enfer » et va jeter son matelas par la fenêtre. On entend Sarah Frézou
et Neouda hurler de rire. On entend le phénomène de meute. Et j'ai fait regarder cette scène à une thérapeute spécialiste du harcèlement scolaire. Et elle me dit, c'est ça, en fait. C'est le phénomène de meute. C'est la toute-puissance du chef de meute qui est Ricardo dans cette scène-là. Et c'est le fait aussi que les autres candidats ont peur de prendre la défense d'Aurélie Preston. Parce qu'ils n'ont qu'une peur, c'est d'être eux-mêmes victimes dans un show de télé-réalité. Donc en fait, on est face à des dynamiques qui vont accroître complètement le phénomène du harcèlement et les phénomènes de groupe, en fait. Et c'est vrai que, on le sait, les clashs partent de rien. Enfin, je pense au clash de la salade dans Les Anges, qui est mon clash préféré. Anaïs et Eddy. Entre Anaïs et Eddy. Ça ne part de rien, ça prend des proportions énormes. Parfois, il faut les séparer. Et je pense que ça a une influence sur tout le monde, en fait. Parce que moi-même, quand j'étais ado, à un moment, j'ai vécu une histoire de cœur en terminale. Et j'ai voulu un peu régler le compte d'une copine qui avait balancé un ragot, je sais pas quoi. Et je me rappelle, je l'attendais. J'avais préparé mes punchlines et je l'attendais devant le lycée et j'étais vraiment remontée à bloc en mode Neouda, quoi. et en fait, je me rends compte que ça m'a vraiment influencée et je le dis aussi dans le livre, ça a influencé aussi la culture politique. Les candidats au présidentiel, maintenant, vont rechercher la petite phrase, vont chercher la séquence, plus que le fond. Et je pense qu'on mérite mieux que des petites phrases, on mérite de l'action et des vrais changements profonds dans notre société. Mais il y a vraiment cette culture du clash qui revient aussi en politique. Et c'est pas pour rien, mais il me semble qu'il y a un grand groupe de production qui s'est occupé d'ailleurs de vidéos de politique. Hein. Oui, exactement. Je me trompe pas. Pendant la présidentielle de 2022, Magali Berda, si tu parles de Magali... Je crois. Oui, il y a des candidats pour la présidentielle, donc Éric Zemmour, Jean-Luc Mélenchon et Anne Hidalgo, qui sont allés répondre aux questions de Magali Berda sur YouTube. La frontière entre politique et télé-réalité est de plus en plus poreuse. Et donc, c'était intéressant de voir qu'ils jouaient au jeu de la télé-réalité aussi, puisque Magali Berda, affaire Booba ou pas, elle reste l'une des papesses de la télé-réalité. Elle a été pendant longtemps. Et donc, en termes de représentation, c'était assez hallucinant de voir Anne Hidalgo, Éric Zemmour. Ah non, moi, je faisais référence à un grand groupe de production, je ne sais pas si tu en as entendu parler, qui aurait produit les vidéos de campagne de certains candidats aux élections. Mais ce sont des productions qui ont l'habitude de fabriquer beaucoup de télé-réalité. Oui, donc, tu vois, ça faisait quoi ce que tu disais? Oui, donc du rythme, de la séquence. Complètement. Même en télé, je dirais normal, les codes de la télé-réalité sont partout. Le confessionnal, on le retrouve maintenant dans les documentaires, tu sais, de faits divers, les true crime, le face cam, l'introspection. Enfin, c'est assez amusant. Tu dis également, la télé-réalité, c'est un laboratoire de violence sexiste et sexuelle. C'est hard. C'est hard, mais c'est vrai. En fait, encore une fois, parce que ça a été un angle mort médiatique, on n'a pas vu tous les discours sexistes qui étaient qui inondaient sans cesse ces programmes-là. On a complètement oublié que c'était des ados qui regardaient. On parle de programme after school, hein, quand même. Oui. Et il y a eu énormément de dérives dans le discours déjà. Alors on peut penser au jeu des problèmes. Valérie Robert, elle en parle très bien. Elle explique que les jeunes femmes, on va un peu les forcer à faire un bisou à un autre candidat. Si elles ne le font pas, elles sont trop prudes. Donc où est le consentement? Je l'interroge un peu. Il y a ce côté, pour exister dans un programme, il faut se mettre en couple. Donc il faut aussi se forcer à être en couple. Kellinson l'avait dit en interview chez Hanouna à TPMP. Elle avait été évincée d'un programme parce qu'elle avait refusé de se mettre en couple avec un candidat et que la production lui avait dit que du coup, c'était plus possible. Ah mais ça c'est... Alors, je ne veux pas donner de mauvais chiffres, mais c'est énormément de candidats qui le disent. Hein. Bien sûr. Il y a ça. Il y a aussi il y a eu aussi toutes les violences sexistes et sexuelles qui se sont passées en dehors. On l'a vu avec l'affaire Ilan Castronovo, Julien Guirado, Adé Laurent récemment. Il y a aussi toute cette masculinité très toxique qui est représentée dans ces programmes-là. Quand on est un homme en télé-réalité, on est un charreau, on est un éternel séducteur, on est un jaguar, on rôde la nuit à la recherche de proie, on va égrener les conquêtes, les jeunes femmes. Moi, je suis passionnée du site Wiki Réalité, oui. Qui est super bien fait. Vraiment, je félicite les gens qui le font. Et où tu vois la liste des ex. Et c'est assez amusant. Il suffit de regarder chez certains candidats, mais tu as une quinzaine d'ex-candidates. Voilà. C'est valorisant et valorisé
que dégrainer les bisous et les conquêtes quand on est candidat télé-réalité. On est macho, on va surveiller la tenue de sa copine. Et les jeunes femmes, elles vont attendre. Elles vont croire qu'elles vont changer le garçon qu'elles ont en face d'elles. Elles vont être victimes d'infidélité. Elles vont être moquées. Enfin voilà, par exemple le fait de faire revenir l'ex à chaque fois. Tu sais, il y a cette séquence où l'ex revient, l'ex-copine du candidat qui s'est remis en couple. Ça aussi, c'est hyper violent pour les jeunes femmes qui sont en couple ou pour cet ex aussi. Enfin, je trouve que ça expose les jeunes femmes à beaucoup de violence. Tu penses que ce besoin d'image, il a pu quelque part, malgré lui, pousser des candidats de télé-réalité à avoir des gestes déplacés, des actions déplacées, des comportements inappropriés? Oui, et puis je pense qu'il y a un côté... il suffit de parler à des gens qui sont sur des tournages, colonies de vacances sur les tournages, qui fait qu'on est complètement coupé du monde. Et là, je parle tant de l'équipe on parle d'une cinquantaine, voire d'une centaine de personnes, et des candidats, et qu'en fait, il n'y a plus de recul sur ce qui se passe, sur les actions qui se passent. Et oui, je pense que ça a exacerbé ces traits-là. D'un côté, la femme trompée qui attend de se faire passer la bague au doigt, et de l'autre, l'homme qui va égrener les conquêtes. Et puis, on parle aussi d'émissions de dating, donc évidemment qu'il fallait enchaîner les bisous, créer de la séquence. Donc oui, je pense qu'il y a des comportements toxiques qui ont été encouragés. Est-ce que tu penses que des productions auraient dû évincer des candidats de télé-réalité qui étaient accusés d'agression sexuelle ou de gestes totalement inappropriés dès le départ, dès la prise de parole de candidate, ou alors présomption d'innocence, bénéfice du doute, on les laisse tourner? Je pense que dans ces cas-là, et dans le cas de programmes pour ados, la présomption d'innocence doit être reconnue, c'est évident, et la production doit s'exprimer. Ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi la production ne s'exprime jamais. Au moment de l'affaire Ilan Castronovo, donc quand Alix DMX parle et fait cette interview dans le média Melty en novembre 2021, qu'elle ne désigne pas Ilan Castronovo, mais qu'elle parle d'une vidéo d'un candidat qui imposerait un acte sexuel à une jeune femme, et que les internautes désignent Ilan Castronovo, Ilan Castronovo, il va être à l'affiche d'une saison des Princes et des Princesses de l'amour. Et à aucun moment, 89 Productions ne va évoquer l'affaire, même en conférence de presse. Pour le lancement de cette saison, la boîte de production demande aux journalistes présents de ne pas évoquer l'affaire. Donc en fait, moi, c'est ça qui me pose problème. C'est pas tant faire participer des candidats mis en cause, c'est comment expliquer un tel silence qui est assourdissant. C'est une erreur d'un service de communication pour toi? Mais bien sûr. En fait, sur les réseaux sociaux, tout va tellement vite. C'est aussi le rôle des boîtes de production, et même pour leur propre image, de dire on est au courant, le tournage a déjà été fait, on va peut-être moins le mettre à l'antenne, on va peut-être effacer les séquences où il est là, en attendant d'y voir plus clair. Après, W9 a décidé, il me semble, il y a en 2022 ou 2023, d'évincer Ilan Castronovo des programmes de télé-réalité. Mais ce qui me pose problème, c'est qu'il y a beaucoup de rumeurs. On le voit, moi j'ai parlé à des personnes présentes sur des tournages qui me disaient que ça se savait qu'un tel candidat était violent avec les femmes. Mais que comme il était, et qu'il était d'ailleurs violent même avec les salariés du groupe de production. Mais comme il fait partie des chouchous et qu'il ramène énormément le public et qu'il a énormément d'abonnés sur les réseaux sociaux, on ne va pas en parler. C'est ça aussi. C'est qu'en fait, quand on dénonce ces violences-là, on s'attaque à des candidats emblématiques. Et on s'attaque parfois aux chouchous de la production. Ça fait 10 ans, ça fait 13 émissions qu'ils sont là. S'il y a un lien quasi maternel qui s'est créé entre le candidat et la prod, c'est très compliqué de couper le lien. C'est assez surprenant parce qu'on parle de télé-réalité et quand on découvre ton enquête, si on met de côté le côté télé-réalité, on pourrait croire que c'est une enquête sur les dessous de la mafia. Mais oui, il y a un côté très consanguin, en fait, dans les boîtes, en télé-réalité, parce que tout le monde se connaît. Et moi, je me suis frottée. C'est là où je dis qu'il y a des points communs un peu avec l'enquête que j'ai faite sur les religieuses. C'est qu'il y a une omerta, une loi du silence, et que quand tu essayes de contacter des monteurs, des caméramans, des journalistes qui font les interviews, etc., il suffit de les ajouter sur LinkedIn pour qu'ils te disent non, supprime la connexion, on va voir on est connecté, enfin, tout le monde se connaît. Et en fait, je pense que c'est ça aussi qui a causé la perte un peu de ces programmes-là. C'est que c'est un tel monde fermé sur lui-même, complètement hermétique à la société, au mouvement de la société, et qui est tellement fermé même en termes de communication, que ça a alimenté des fantasmes, que le public pense à une mafia et ça alimente des fantasmes, et que surtout ça ne les a pas aidés à se renouveler. Dans ton ouvrage, tu décris, je te l'ai dit tout à l'heure, l'enfant de Nabila Milan comme l'enfant de la République. Tu expliques aussi que Nabila, elle a été une référence pour toi en tant que militante?
féministe? Non, pas en tant que militante féministe. Nabila, ça a été une référence pour moi. Pourquoi? Parce que c'est la première candidate que j'ai suivie sur les réseaux et que j'ai suivie selon les programmes qu'elle faisait et plus selon les émissions. C'est-à-dire que moi, j'étais fan des Anges, mais avec Nabila, j'ai voulu suivre Nabila. J'ai pas voulu suivre les Anges. Donc les Anges, qui est un peu qui est la première émission à recycler des candidats et à faire du fait d'être candidat un métier en fait. Et en fait, comme Nabila avait 1 an de plus que moi, il y avait ce côté mais qui me fascinait de me dire mais comment c'est possible qu'on soit autant différentes. Moi, j'étais première de la classe, un peu geek, à bosser comme une dingue mes cours, et elle était magnifique sur les talons de 12, à chanter sur Nabila Bila. Enfin, il y avait cette fascination de pas venir du tout du même monde, de pas. Enfin, j'ai toujours trouvé que les candidates avaient grandi plus vite que moi. Et en fait, c'est vrai que je la suis beaucoup depuis parce que ça fait 10 ans, 11 ans, et j'ai l'impression de la suivre. Je suis les naissances de ses enfants, je me suis vraiment attachée à elle. Et puis je trouve que c'est une candidate, c'est la seule qui a réussi à se détacher complètement, je trouve, du côté négatif de la télé-réalité. Quand on est candidate de télé-réalité, on leur reproche souvent d'y retourner. Elle en a marre de faire de la télé-réalité, pourquoi elle y retourne? En fait, c'est très difficile de sortir de la télé-réalité quand on commence à en faire. Pourquoi? Parce que ça colle à la peau. Et l'image négative de la télé-réalité colle à la peau des candidates. Donc c'est très compliqué de sortir de ce système, de trouver un boulot. Et quand une boîte de prod te repropose un programme, bah t'y vas, parce que t'as besoin un peu d'argent et t'y vas. Et Nabila, elle a réussi à se créer un empire qui n'est pas forcément un modèle pour moi, mais elle a créé son business. Elle a été énormément moquée dans les médias. Elle a été moquée avec beaucoup de sexisme. Il y a des interviews que j'ai pu regarder où on lui dit qu'elle devrait participer au Journal du Hard, donc qui est une émission sur l'actu porno sur Canal. On l'a énormément moquée et je trouve qu'elle s'en est très bien sortie. Et c'est ça qui me fascine chez elle. C'est ce côté, ce glow-up incroyable. Et j'ai l'impression qu'avec ses talons de 13 cm, elle a écrasé la France et j'adore. Voilà. Et quel regard tu avais porté sur le fameux coup de couteau dont tout le monde parlait entre Nabila, enfin de Nabila sur Thomas, je crois que c'était en 2013. Ouais, 2013 ou 2014. Déjà, j'étais choquée de fou. À l'époque, tu étais beaucoup plus jeune. J'étais beaucoup plus jeune. Alors, déjà, je trouve que la façon dont elle a capitalisé dessus et qu'elle en a fait quelque chose me fascine. C'est-à-dire que Nabila, à l'instar, comme Kim Kardashian, elle arrive à faire des scandales une force. Juste après le coup de couteau, 1 an après ou 2 ans après, elle a participé au tournage de la série Orange is the New Black, quand même, qui est une série américaine sur des détenues femmes aux États-Unis. Et alors, la scène qu'elle a tournée n'a pas été prise, a été coupée au montage, mais elle l'a récupérée, elle l'a diffusée sur ses réseaux sociaux. Et je trouve ça assez marrant qu'elle ait réussi à capitaliser sur un fait divers quand même assez sordide pour devenir un personnage de fiction qui fait de la prison. Ce que ça montre, c'est que les violences conjugales envers les hommes existent et qu'il faut le rappeler. Ce que ça montre aussi, c'est qu'elle a purgé sa peine, qu'elle est allée à la maison d'arrêt des femmes de Versailles. D'ailleurs, elle y a passé son brevet. Elle n'avait pas son brevet, elle y a passé un diplôme. Et que voilà, l'affaire a été jugée, qu'elle a fait sa peine de prison, et puis qu'elle s'est un peu retirée après de tout ça, qu'elle a pu faire télé-réalité après. Voilà. Beaucoup s'accordent à penser que si ça avait été l'inverse, si ça avait été Thomas qui avait eu ce coup de couteau sur sa compagne Nabila, il n'aurait pas pu derrière rebondir comme elle a rebondi. Je pense qu'elle rebondit parce qu'elle est très bien entourée, qu'elle sait rebondir. Mais tu parles du genre? Ouais, si ça avait été un homme, est-ce que tu penses que derrière il aurait pu tourner dans Orange is the New Black? Est-ce que derrière il aurait pu sortir un livre? Est-ce que derrière il aurait pu faire enchaîner les plateaux télé? Je pense que oui. Est-ce qu'il aurait pu être au Festival de Cannes? Je pense que oui, et je te donne ma version, c'est Julien Guirado. Alors Julien Guirado, il y a la présomption d'innocence et il y a eu ce témoignage de son ex-marine sur les violences conjugales qu'elle a subies. Et Julien Guirado, il a écrit un livre 2 ans après où il raconte que c'est parce qu'il a manqué d'un repère paternel et qu'il raconte les violences. En fait, je pense que oui, dans tous les cas, c'est pas une question de genre. Et je trouve que l'affaire Nabila a été très bien gérée médiatiquement. Et puis elle en parle dans sa bio, elle reconnaît les faits. Il n'y a pas eu de loi du silence, il n'y a pas eu d'omerta comme on peut le retrouver chez certains candidats qui vont essayer de justifier
le fait qu'ils ont été violents. Je pense à Julien Bert qui a été condamné pour des faits de violence conjugale il n'y a pas très longtemps par rapport à Ilona Goss. Il y a toujours ce côté de se chercher des excuses en permanence qui, moi, m'indigne beaucoup. Ça ne l'était pas chez Nabila. Nabila, elle reconnaît un pétage de plomb, elle reconnaît un moment où elle était sollicitée partout. Alors, ce n'est pas une excuse aussi, mais elle reconnaît les faits. Et elle est allée en prison. Et il y a eu un procès. Chose qu'il n'y a pas eu forcément pour Julien Guirado, par exemple. Est-ce que tu es d'accord avec les influenceurs non issus du milieu de la télé-réalité qui en ont marre d'être comparés aux candidats de télé-réalité? Bien sûr, ça doit être épuisant. Non, mais quelque part, ça découle un petit peu de tout ce qu'on voit. Tu le disais, même dans les émissions de crime, aujourd'hui, on a les codes de la télé-réalité. Aujourd'hui, ce sont les influenceurs, la casquette d'influenceurs qui pâtit de cette image-là. Encore une fois, angle mort médiatique pendant 20 ans. Far West absolu sur les placements de produits. Et oui, c'est vrai que les influenceurs télé-réalité, il y a 5 ans, n'étaient pas les mêmes que les influenceurs, que les autres influenceurs un peu plus glamour, mais en même temps, c'est la même chose. C'est des personnes qui nous vendent des produits en faisant, qui ont des stories pour nous vendre des produits de bonne ou de mauvaise qualité. Moi, je fais la distinction surtout avec les créateurs de contenu. Créateur de contenu, tu vas proposer quelque chose de créatif, de la vulgarisation, peut-être du contenu Instagram beaucoup plus travaillé que une vente, un face cam pour un berlingot de produits amincissants. Mais je trouve que c'est un peu aussi du snobisme des autres influenceurs que de dire ils ont vraiment pourri notre profession. Non, ils n'ont pas pourri votre profession. C'était un Far West, ils en ont tiré un bénéfice trop d'ailleurs, et il fallait qu'il y ait une régulation. C'est quoi la suite pour toi? Est-ce que tu as déjà un nouvel ouvrage en tête après celui-là? Bon, je rappelle quand même qu'il vient de sortir, donc il faut le lire avant de découvrir le prochain, Vivre pour les caméras, mais je suis sûre que tu songes déjà au prochain. Oui, je songe déjà au prochain, mais la suite pour moi, c'est déjà d'arrêter de regarder de la télé-réalité pendant un temps. Sérieux? J'essaye de ne pas regarder la télé-réalité produite par une boîte de prod qui ne se renouvelle pas et qui a fait l'île de la tentation la dernière fois. Laquelle? Benny J. Je suis un peu déçue de Benny J. Je trouve qu'il n'y a pas assez de renouvellement en termes de justement tout ce qui est dit sur MeToo, sur la place des femmes. Donc juste pour situer, parce que le nom de la boîte de production peut-être ne parle pas, c'est Les Marseillais, Objectif Reste du Monde, exactement. Les Apprentis Champions, oui. L'île de la Tentation. L'île de la Tentation. Je trouve qu'il n'y a pas de renouveau, à part ce côté jeu qui revient avec comme Apprenti Champion, c'est ça? Oui. Mais oui, j'avoue que j'essaie du moins de moins en regarder, parce que parfois pour le travail, je dois regarder. Mais oui, j'essaie de moins regarder ces programmes-là. Je regarde Secret Story, évidemment, parce que je voulais voir ce que ça donnait, une télé-réalité safe place, comme ils l'avaient vendu, transgénérationnelle, et je trouve que ça marche. Donc déjà, l'avenir pour moi, c'est moins de télé-réalité, ça, c'est important. Et je continue le journalisme et les enquêtes, mais pour l'instant, rien de... peut-être moins de télé-réalité. J'avoue que la petite overdose avec toute cette enquête. Je te souhaite beaucoup de courage dans cette abstinence. Constance Villanova, merci pour cet entretien, merci pour le temps que tu m'as accordé. On retrouve ton ouvrage, ton enquête, Vivre pour les caméras, ce que la télé-réalité a fait de nous aux éditions Nouveau Jour. Merci beaucoup, merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très prochainement avec une nouvelle personnalité pour découvrir toujours des expériences, des récits en toute intimité. Prenez soin de vous, bye bye.